Et c'est quelqu'un de classe, de respectueux, qui sait sa valeur, qui sait ses défauts, qui sait ses qualités et qui a su à un moment donné que, ben voilà, il y a quelque chose qui était cassé. Après, à la fin d'un entraînement, on s'est mis tous les deux sur le banc de touche au stade. Et il m'a dit, bon, ben Jean, ça y est, c'est bon, c'est à toi. Faut que je passe le flambeau et c'est à toi que je veux le passer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Dans la lignée des grands gardiens français formés par leur papa, notre légende d'aujourd'hui a connu une trajectoire fulgurante. 5e gardien du club de la ville dans laquelle il est né, il en devient titulaire quelques années plus tard, en remplaçant le mentor qu'il avait couvé depuis son adolescence, Ivan Kurkovic. Sentimental mais réaliste, fidèle à son club, peut-être trop, il ne connaît que 3 clubs dans sa carrière, dont 2 olympiques. Rapidement sélectionné en équipe de France, il compte 9 sélections, mais confiera néanmoins avoir l'impression de n'avoir jamais été sélectionné. Du haut de son mètre 88, il considérait qu'un gardien, c'était comme un chat devant une souris, scellant ainsi en référence à ses origines espagnoles son surnom d'El Gato. C'est donc avec gourmandise que nous recevons aujourd'hui un double champion de France, 4e de la Coupe du Monde 82 et l'une des plus belles moustaches du football français. Notre légende aujourd'hui, c'est Jean Castaneda. Jean, bienvenue à toi. On te remercie d'être venu pour revisiter avec nous ta très belle carrière. Avec plaisir. Et la question traditionnelle, c'est comment, pour toi, est venue la passion du foot ? Ben, en fait, bon, à l'époque, moi, je suis né en 57, donc j'ai commencé à 11 ans. À l'époque, on commençait vers 11 ans, on était pupille. Mon père était gardien de but, jouait au foot, et donc tout naturellement, il m'a orienté vers ce sport, mais sans aucune ambition particulière, quoi, sans vouloir devenir un jour professionnel, juste pour le plaisir de faire du sport et dans le club dans lequel il a joué lui-même quand il était senior en arrivant à Saint-Étienne. Et le poste de gardien de but, est-ce que tu avais un petit peu le choix ou c'était parce que tu voulais faire plaisir à papa ou c'est un poste qui, toi, t'a rapidement séduit ? Alors non, non, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'Olympique de Saint-Étienne, donc le premier club que j'ai fréquenté, l'entraîneur général, à l'époque il y avait un entraîneur général, avait joué avec mon père, donc à l'Olympique de Saint-Étienne en senior. Et donc quand il m'a vu arriver, il m'a regardé, il m'a dit, ben, tu sais quoi, toi tu vas dans les buts et tu en bouges pas. Voilà, donc c'est lui qui D'accord. m'a donné le chemin des filets, quoi, on va dire. Et donc, je crois que tu faisais beaucoup de sport à cette époque-là. Donc, tu n'étais pas forcément spécialisé dans le foot dès le début, c'est ça ? Oui, c'est vrai à l'époque, je faisais bon un peu de l'athlétisme, un peu au niveau scolaire, des crosses et de la natation. Ben, en dilettante, quoi, pour faire plaisir, pour me faire plaisir. J'ai fait du judo aussi, j'ai fait un peu de ski, enfin voilà, quoi, mais de manière très, très épisodique. Et à quel moment tu te rends compte que tu as un petit quelque chose en plus ? Disons que j'ai toujours été plus ou moins surpris par les événements qui ont mené ma carrière, quoi, parce que donc j'étais à l'Olympique de Saint-Étienne, j'étais cadet, j'étais surclassé, je jouais en junior. Et à l'époque, l'entraîneur de l'équipe junior de Saint-Étienne cherchait un gardien de but pour étoffer un peu son effectif, a fait appel à moi, et puis voilà, tout naturellement, bon, ça, c'était prestigieux, quoi. Quand on était à l'Olympique de Saint-Étienne, passer à la Saint-Étienne, la grande sœur, comme on l'appelait, c'était prestigieux, et puis bon, ben moi, ça m'a énormément fait plaisir, mais toujours en étant esprit tout à fait amateur, sans aucune projection sur l'avenir. Donc, tu n'avais pas vraiment de plan de carrière pour devenir pro ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que ton papa, il avait joué pour le Barça, c'est ça ? Ben, mon papa a eu une vie un peu compliquée. Il était en Espagne, donc à l'âge de 16 ans. Enfin, il est né en Espagne, bien sûr, à Barcelone. Et donc, il jouait au foot, il était gardien de but, il jouait au Barça. Et à 16 ans, malheureusement, la guerre d'Espagne a sévi, quoi. C'est déclaré. Et il n'était pas du bon côté. Donc, à 16 ans, il a été obligé de venir en France, quoi, puisque c'était la seule issue pour échapper au franquisme. France, il est tombé sur la Deuxième Guerre mondiale, il a été déporté. Après, il est revenu en France après que la paix a été faite. Il est resté quelques années dans les Pyrénées pour se rapprocher un peu de sa famille, sans pouvoir franchir la frontière, puisqu'il était recherché, bien sûr,
comme tous les républicains, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et puis, le foot l'a amené à Saint-Étienne. Et il jouait donc à l'Olympique de Saint-Étienne. À l'époque, le président, c'était Roger Rocher. Ouais. Et puis, il s'est installé à Saint-Étienne. Et puis, voilà. Il s'est marié. Et puis, il a eu des enfants, dont moi. Et ce qui est assez étrange, enfin, étrange, ce qui est surprenant, c'est que il s'est marié avec ma maman, qui est née à Sailly-sous-Couzan. Et où est né aussi Aimé Jacquet ou Triantafylos aussi. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Ouais, c'était un peu la destinée hein, que tu joues pour les Verts. Un peu, oui, on va dire. Est-ce que tu vois ça comme ça ou tu penses que c'est juste des coïncidences sympathiques? Ben, après, quand on se retourne un peu sur le passé, on se dit que bon, peut-être qu'il y avait un petit coup de pouce du destin, quoi, un petit appel au pied, du pied pour embrasser cette carrière. Ton papa, est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il te pousse? La plupart des gardiens qu'on a eus, c'est souvent des enfants eux-mêmes de gardiens. Alors, papa, généralement, était gardien et du coup, ils ont cet œil critique, parfois bienveillant, parfois peut-être un peu dur, pour aider justement leur fils à progresser. Toi, j'ai l'impression que c'était plus bienveillant qu'autre chose. Comment tu définirais ta relation à ce niveau-là? J'ai fait donc à l'Olympique de Saint-Étienne, j'ai fait pupille minime cadet, et Mhm. après donc j'ai joué donc junior surclassé parce qu'il n'y avait pas de gardien de but. Et l'entraîneur de l'équipe junior de l'Olympique de Saint-Étienne était mon père. Et là, ça a été une saison, allez, je veux dire, compliquée avec le recul parce que bon, c'était les entraînements avec mon père, c'était le soir on revenait sur les entraînements, c'était le dimanche le match de l'équipe dont mon père était l'entraîneur, donc on revenait le dimanche soir. En fait, c'était sans arrêt, sans arrêt. C'était pas non plus l'enfer, mais bon, c'était quand même, c'était présent quoi. Le foot était présent. Et ton père était l'entraîneur, mais pas l'entraîneur des gardiens. Il était l'entraîneur de toute l'équipe. Oui, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. À l'époque, c'était un entraîneur général qui gérait l'effectif en totalité. Et est-ce que du coup, il avait un œil particulièrement critique sur toi? Est-ce que tu t'es traité comme les autres joueurs? C'était quoi exactement vos relations à ce Ben, moment-là? je pense que pour lui, c'était un peu plus facile dans la mesure où j'étais pas joueur de champ. Gardien de but, il y en avait qu'un. J'étais surclassé parce qu'il n'y en avait pas dans l'effectif. Donc, le choix ne se posait pas, quoi. C'était une obligation que je joue. Et pour lui, je pense que c'était plus facile de gérer cette situation. D'accord. Et pendant cette période, jusqu'à cadet, junior, tu joues aussi dans les équipes régionales ou Pas du départementales ou tout. tu... Pas du tout. Pas du tout. Moi, ma première sélection dans une équipe de sélection, Mhm. c'est équipe de France B. Parce que à l'époque, c'était en 80, donc j'avais commencé à jouer en pro, et que je crois qu'ils ont créé cette équipe de France justement pour me permettre d'avoir au moins une sélection quelque part, puisque j'avais pas ni de jeunes ni de vieux, j'avais pas de sélection du tout Mhm. pour que je puisse intégrer l'équipe de France A. Donc j'ai fait une sélection d'équipe de France B et puis après des sélections d'équipe de France A. Et quelles sont tes qualités à ce moment-là, tu penses? Ah, elles sont énormes. Dans les cadets, dans les cadets, je sais pas parce que je pense qu'à l'époque on n'était pas aussi tourné vers le petit, maintenant quand bon j'ai eu la chance d'être le responsable d'un club, d'entraîner des équipes. Et je m'aperçois que les parents, les enfants, les entraîneurs, beaucoup sont tournés vers un objectif. Faut être bon, faut être meilleur, faut ci, faut là. À l'époque, c'était un peu plus relax, quoi. C'était Ouais. moins Moins de la pression. pression, quoi. C'était Mhm. c'était beaucoup moins de pression. C'était les jeunes, ils jouaient ensemble, ils jouaient les uns contre les autres, et puis ça se passait bien, quoi. Alors, il y avait des bons, il y avait des moins bons, il y avait des mauvais, il y avait des très bons, mais voilà, quoi. C'était pas non plus, maintenant, on a l'impression que l'élitisme est exacerbé à tous les niveaux, quoi. Ouais. C'était un peu plus naïf et un peu plus naturel, en fait. Plus organique, ouais. Voilà. Plus organique, ouais. Ouais, avec plus de sensibilité, plus de sensations, plus d'amour pour le ballon aussi, peut-être, quelque part. Moins de pression. Souvent, ce que je dis, c'est que maintenant, malheureusement, les enfants ressemblent plus à des coffres-forts quand ils jouent dans le foot parce qu'on pense à Ouais. Zidane, on pense à Mbappé, on pense à Neymar, à tous ces gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est pas la réalité des choses quand on a 15, 16 ans et qu'on est dans le foot, quoi. Il n'y a pas cette notion de plaisir.
Voilà, je sais pas. Voilà, franchement, je sais pas parce que c'est une autre époque, pas les mêmes conditions. Nous, on s'entraînait une fois, voire deux fois par semaine, alors que maintenant, Hmm. c'est trois, quatre fois par semaine. On tend beaucoup, beaucoup vers l'élite, quoi. On cherche à aller vers l'élite, mais bon, c'est peut-être, à mon sens, pas une bonne idée. Et t'as jamais eu à un moment donné, la volonté ou l'intention de jouer dans le champ quand tu Ben, évolues comme ça progressivement? Il n'y a pas un moment donné où tu dis, ah, ça faudrait bien quand même jouer défenseur, milieu ou attaquant? c'est-à-dire que quand j'étais à l'Olympique, j'ai pas eu le choix, puisque D'accord. D'accord, c'était vite réglé. l'entraîneur principal m'a dit, tu joues gardien de but, tu te mets là et tu bouges plus. Et puis après, malgré tout, c'est une spécificité, une spécialité qui est pas commune aux autres joueurs, quoi. Je veux dire, un joueur de champ qui est attaquant peut jouer défenseur et vice-versa, avec plus ou moins de bonheur. Mais gardien de but, souvent, en plus, à l'époque, on n'avait pas trop le droit de jouer avec les pieds, quoi. Enfin, on jouait Ouais, pas avec les pieds. C'est vrai qu'on n'avait pas le droit. Mais on jouait pas avec les pieds, on jouait surtout avec les mains. Donc, dans le champ, ça ferait désordre, quoi, de jouer avec les mains. d'accord. Donc tu pars à Saint-Étienne pour les équipes de jeunes, donc en cadet, c'est ça? Non, je pars en junior, parce qu'à l'époque, il y avait trois années junior, il y avait junior 1, junior 2, junior 3. Et en fait, moi, je suis venu, donc j'étais cadet, je passais junior, parce que l'AS Saint-Étienne, l'entraîneur donc qui s'occupait de la réserve et, et du pseudo centre de formation, parce qu'il y avait trois, quatre joueurs dans le centre de formation, voulait organiser une grosse équipe Gambardella chaque année. La Gambardella, pour les équipes de juniors des clubs professionnels, c'est très, très, très important. Et à l'époque, il y avait encore des mutés. C'est-à-dire qu'on avait droit à trois mutés par équipe. Ok. Et donc, à l'époque, il y avait l'Arios, il y avait la Cuesta, qui étaient des gens qui étaient déjà stagiaires, mais qui étaient mutés quand même. Alors que Hmm. maintenant, quand on est stagiaire, on n'est plus muté. Donc, et à l'époque, donc, il fallait constituer une équipe avec trois mutés. Donc, généralement, il y avait trois, quatre stagiaires qui étaient là, et le reste des amateurs, mais purs et durs. Et donc, D'accord. comme il n'y avait pas de gardien de but, on va dire, suffisamment bon, ils m'ont fait venir pour que l'année suivante, je ne sois pas muté et que je puisse participer à cette compétition en tant que non muté. Ah, Voilà. Et à ce moment-là, du coup, est-ce que tu commences un petit peu à te dire que peut-être une carrière pro est envisageable ou toujours pas? Non, non, toujours pas. D'accord. Toujours pas. et c'était quoi ton plan professionnel? À mon plan professionnel, il était, je sais pas. Je sais pas, j'allais à l'école, je m'entraînais avec les juniors du club. Et puis, la première année, je jouais donc le dimanche en ligue, puisqu'il y avait plusieurs catégories. Il y avait bon, les ligues. Après, il y avait les critériums qui jouaient plutôt régional. Et donc, l'année d'après, j'ai joué en Hmm. régional et j'ai fait la Gambardella la première année. Donc, tu étais hyper insouciant, quoi. Hyper Voilà, insouciant. j'étais pas du tout focalisé là-dessus. Mais même, tu te disais pas que tu allais devenir, enfin, tu voyais pas quel métier tu allais faire en dehors du foot? Tu n'avais pas Ben décidé? non, j'étais bon, j'étais sportif, hein, j'adorais le sport. Une carrière dans l'armée, ça m'aurait pas déplu, quoi. T'as un bac D'accord. d'électromécanicien, c'est ça, hein? Non, je l'ai pas eu, le bac. Ah Je bon, l'ai pas eu. Ouais, parce d'accord. que bon, après, on va avancer, vous comprendrez certaines choses. Ok, D'accord. donc tu es pris à Saint-Étienne. On a l'impression, la façon dont tu le dis, c'est plus pour boucher les trous qu'autre chose, hein. Que Ouais, enfin t'es. non, c'est quand même l'ambition, c'était de former un effectif qui soit compétitif pour les deux années qui viviennent, quoi. Pas la D'accord, première année, la deuxième et D'accord. la troisième année. Voilà, pour d'accord. qu'il y ait un gardien qui soit pas muté, quoi, en fait. Ouais, Garonner, Herbin, Rocher sont toujours au club. Là, on est dans les années, je suis arrivé au club en 72. Donc, la première année, je fais Junior League, 72, 73, 73, 74, je fais donc le Critérium et la première année Gambardella. Et 74, 75, je fais la deuxième année Gambardella et on perd en demi-finale à Nantes contre Nantes. On perd au penalty et toujours pas. d'accord. Et c'est à quel moment que ça commence un petit peu à s'accélérer ta carrière? Alors, je sais que 2 ans plus tard, tu es sur le banc à Glasgow, sachant que tu n'as joué aucun Non, non, match c'est pas. avec les Non, non, pros. non, non. Alors, ma carrière ne s'accélère pas du tout à partir de ce moment-là. Au contraire, elle descend. Elle descend. Ah bon, d'accord. Ah Parce bah, que, c'est super. en fait, Ok. le club avait donc une équipe professionnelle, hein, l'équipe première division, qui était championne avec Kurkovic, Piazza, Lopez, Rochereau, tout. Ouais, ouais. Batien, Lopez, la grande équipe.
Donc là, on est en 75, 74-75. Mhm. Donc après, il y avait l'équipe réserve qui joue en troisième division, hein, qui avait un effectif senior, Oui. mais avec quelques joueurs qui redescendaient de l'effectif pro, qui ne jouaient pas. Enfin voilà quoi. Et une équipe en division d'honneur. Donc il y avait trois équipes. Et les effectifs étaient pleins de partout. Et comme nous, on était quand même une génération, tout en étant complètement amateurs au lycée où certains travaillaient, peu importe. Donc ils ont décidé de créer une quatrième équipe à l'Est Saint-Étienne pour absorber cet effectif qui montait en senior. Donc, on s'est retrouvé en quatrième division de district. Je ne sais pas D'accord, si vous wow, voyez ce ok. que c'est, quoi. Hein. C'est-à-dire que Et je crois que c'est vraiment très bas c'est dans la le plus bas. hiérarchie. C'est pour ça que je dis que Ouais. mon ambition de carrière est redescendue très bas, parce que en fait, Mm. on avait joué à Nantes, à Marcel Sopin, et Ouais. c'était pas Oui. un match de levée de rideau, puisque Nantes était une école de jeunes extraordinaire, Saint-Étienne était extraordinaire, et c'était un match qui avait lieu à 20h30, mais c'était le match. Ah oui, un vrai match. Tu veux dire que c'était Ah presque non, un mais match c'était officiel. un match officiel, mais qui a, comment dire, mobilisé Marcel Sopin que pour ce match. Il n'y avait pas de match après, on n'a pas joué Mm. en levée de rideau, c'était vraiment c'était l'affiche, Bien quoi. sûr. C'est vraiment C'était c'était l'affiche, là. l'affiche. Ok. On a perdu au pénalty, on a fait 3-3, il me semble. Enfin, c'était un grand, grand match. Et malheureusement, on a perdu au penalty. Donc, et l'année suivante, donc, ils créent cette équipe et ils nous demandent est-ce que vous voulez rester. Donc, nous, on était une bande de potes sympas et tout. On se régale ensemble. On dit ouais, on reste, on reste. Sauf que bon, ben, on se retrouve dans cette catégorie. Et là, donc, de Marcel Sopin, où il y avait à peu près 20 000 personnes pour nous voir jouer, on s'est retrouvé le Ouais. dimanche matin Tu te retrouves à 8h30 avec les femmes hein, des joueurs. avec Tu te retrouves le dimanche matin à jouer contre des gens qui travaillaient, des amateurs, et sur voilà, un stade. un stade pourri, en plus quatrième division de district. Les mecs, on jouait le dimanche matin à 8h30, ils rentraient tout juste de boîte, ils y arrivaient, ils étaient bourrés sur le terrain. Enfin, c'était vraiment un truc un peu étrange, étrange, étrange. Et puis au bout de 10 matchs, moi j'en avais marre parce que bon, on gagnait tous les matchs 10, 12, 13, 15-0. Moi je touchais jamais le ballon. Enfin, Wow. c'était vraiment pas intéressant du Bah, tout. c'est un peu, on a eu le même club avec Michel, tu vois, mais dans le sens inverse. Nous, on était plutôt les équipes que Ben tu voilà. rencontrais, tu vois. Ouais, Quand on c'est était plus ça, jeunes, on c'était était plutôt les nuls. équipes que tu rencontrais. Et Michel était aussi monsieur zéro ballon. Il a joué Ouais, je qu'à Alors, touchais, des mais attaquants. mon jeu C'est un sans peu ballon fou. était exceptionnel. Je les on mystifiais a dû, tous. on a dû jouer contre, non? On Ah, c'est touchait jamais le possible. ballon. C'est possible. Peut-être, c'est possible. Voilà, donc au bout de 10 matchs ou 9 matchs, je sais plus, je dis à mon père, bon, allez, j'en ai marre, j'arrête, je vais faire autre chose, c'est pas marrant, c'est tout. Et mon père, il me dit, bon, parce qu'à l'époque, quand on signait dans un club, on pouvait pas changer de club comme ça Ouais. toutes les 5 minutes. On signait un an et tout, et puis il me dit, bon, ben, t'as signé, c'est pas marrant, mais tu vas voir, peut-être que ça va revenir, tu t'entraînes bien, tout ça, et puis après, l'année prochaine, tu verras si tu as des demandes dans la région, des clubs et tout. Ben, je dis, oui, oui, d'accord, ben voilà, d'accord. Donc, ben, je continue à jouer quelques matchs, et puis l'équipe au-dessus, l'équipe division d'honneur, il y avait le gardien titulaire de cette équipe-là, qui s'appelait Carletto, Denis Carletto, qui lui était marseillais et qui était venu à Saint-Étienne avec le casino, parce qu'à l'époque, casino, ça générait beaucoup d'emplois. Et donc, lui, il était venu, il était bon, c'était un bon gardien de but, il était marseillais, sauf que sa femme, marseillaise, ne se plaisait pas à Saint-Étienne. Donc, à un moment donné, ils ont pris la décision de redescendre à Marseille. Et moi, comme j'étais le gardien en dessous, pof, j'ai pris sa place, qu'il D'accord. avait D'accord. libérée. Donc là, c'était mieux, c'était le dimanche après-midi, c'était des pelouses, il y avait un peu des spectateurs. Donc là, ça me convenait mieux, quoi. C'était pas pro, hein, du tout. Mais Ouais. c'était un meilleur niveau. Je crois qu'on avait 50 euros de prime de match. Enfin, voilà. C'était pas du professionnalisme du tout. Mais bon, voilà. C'était sympa. C'était le dimanche après-midi, des pelouses, il y avait des spectateurs. Il y avait plein de choses qui étaient intéressantes. Ouais, il a quel âge à ce moment-là? C'était en 76. J'ai 19 ans. Et donc là, j'étais en terminale F1. Et, Ah et oui, donc, d'accord. à À Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà. Et puis, et on jouait. Alors, comme quoi, le hasard, parfois, les circonstances font que, on jouait dans notre division. Il y avait un club qui s'appelait l'ETRA,
qui est un club à côté de Saint-Étienne. Et Jean-Michel Larquet était très ami avec le président. Et il était un peu le conseiller technique, il donnait un peu des conseils, mais amicalement. Et un jour, on joue contre l'Étra. Et forcément, à la Saint-Étienne qui joue contre l'Étra, Jean-Michel Larquet, qui est un peu le conseiller du club, il assiste au match, forcément. Et toi, tu sais qui va assister au match? Tu te hype un peu ou pas du tout? non, pas du tout, non, parce que c'était pas notre préoccupation. Notre D'accord, préoccupation, c'était de jouer contre l'Étra et de battre d'accord. l'Étra. Et donc, bon, il assiste au match, on perd 1-0, mais visiblement, j'ai dû faire un bon match. J'ai fait un bon match. Je fais un très grand match, mais non, je fais un bon match. Et voilà, et puis ça continue, et puis ça continue. Et puis, une semaine de la demi-finale de Coupe d'Europe, à Eindhoven, Dugalix se casse la main, qui était le gardien remplaçant de Turkovic. D'accord. Donc, la place est libre, je prends sa place. Et alors, raconte-nous un petit peu ton état d'esprit quand ça se passe. Parce que là, comme tu viens de le dire, tu es passé des matchs du dimanche matin contre des mecs bourrés à des matchs le dimanche après-midi contre des mecs un peu moins bourrés, mais ça reste quand même de l'amateurisme Ouais. bon enfant, à la crème de la crème du football européen et donc mondial. Comment tu gères la transition? Ben, alors, la transition, je vais vous l'expliquer, et vous allez comprendre que je la gère pas du tout. Je suis en, je suis en cours, je suis en cours. Bon, généralement, quand j'étais en cours, moi, Ouais. j'étais plutôt au fond de la classe. Bon, c'était pas l'hiver, donc j'étais pas à côté du chauffage, mais bon, j'étais, devais être pas trop loin. Et il y a le proviseur qui rentre dans la classe de cours où j'étais et qui demande au prof, est-ce que Monsieur Castaneda est là? Moi, j'ai dit, bon, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû faire une merde. Donc, Je et savais pas que puis, c'était votre fille. Ouais. timidement, voilà, peut-être, timidement, je lève la main, je dis, oui, monsieur, c'est moi. Alors, il me dit, venez me voir. Bon, donc je sors, et dans le couloir, il me dit, bon, bah, écoutez, on vient de recevoir un Telex, à l'époque, c'était Telex, de l'Est Saint-Étienne. Vous devez vous Ok. présenter immédiatement au siège. Ah, stress. Sans Et plus de comment, détails. non, non, sans plus, voilà. Alors, je dis, bon, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Je finis les cours et à midi, j'irai le voir. Non, 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 vous partez de suite, il me dit le proviseur. Parce qu'à l'époque, à Ah, wow. Saint-Étienne, quand bon, il y avait la Coupe d'Europe qui se préparait, le match retour à Eindhoven. Saint-Étienne, c'était quand Saint-Étienne, l'Est Saint-Étienne, Roger Rocher, Garonner ou Herbin demandaient quelque chose, ça se faisait automatiquement. Ouais, c'était l'inverse. C'était on s'en fout de l'école. Même le proviseur te disait pas Voilà. sèche les cours, le match est plus important. Voilà. Donc je descends au siège, et là au siège, donc il y avait Roger Rocher, Pierre Garonner, Robert Herbin et Jean-Michel Larquet. Et donc j'arrive comme ça, je comprenais pas. Enfin, je savais qu'il s'était blessé, mais je m'attendais absolument pas à ce que ce soit moi qui soit appelé pour être le remplaçant de Kurkovic, quoi. Et puis donc, il y a ce Rocher qui me dit, ben, écoute, voilà, il y a Duguay qui vient de se blesser. On était un peu paniqués. On cherchait un gardien de but. Et Jean-Michel Larquet me dit, pourquoi vous allez chercher un gardien de but? Il y en a un qui joue à Saint-Étienne en division d'honneur et qui est excellent. Je l'ai vu jouer contre l'Étra, tout ça. Et donc, bon, ils m'ont fait venir et puis voilà. Et donc, je Alors, dis, bon, ben, Tu passes de la division ouais. d'honneur sans passer par la case réserve des trois directement pour Si, le match de Coupe j'ai fait un d'Europe. match en Détroit. J'ai fait un match en Détroit. Et puis après, je suis bon. Et donc, ils me disent bon ben voilà, tu vas t'entraîner là ce soir, cet après-midi, tu vas au magasin, on t'équipe et tu t'entraînes avec les pros. et jusqu'à présent, tu t'entraînais séparément, on est d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de perméabilité entre les pros et Ah, la division d'honneur. il y avait aucune, non non, il y avait pas de, il y avait pas de passerelle, il y avait rien du tout Ouais, quoi. d'accord. C'était deux mondes complètement C'était presque différents. deux clubs différents. Ouais. Avec la troisième division parce que c'était la réserve des pros, donc il y avait des allers-retours. Mais avec nous, il y avait rien. On les voyait. Moi alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, les joueurs, parlaient les Kurkovic, les Larquet, en fait, Lopez, tout le monde. Mais moi, je les ai vécus, je les ai vus ces joueurs, mais j'étais dans les tribunes. C'est-à-dire que le match de Eindhoven à l'aller, moi, j'étais dans la tribune, dans les gradins Ben, debout derrière Kurkovic, quoi.
Wow. Et j'ai suivi les épopées en tant que supporter, quoi. Et du jour au lendemain, je me retrouve assis dans le vestiaire à côté de Kurkovic. Complètement. Donc, Et comment t'es accueilli par le vestiaire? Parce que personne ne doit bon, à part Jean-Michel Arquet, personne te connaît. non, personne ne me connaît. Mais bon, moi, je crois que j'ai bénéficié de le fait d'être né à Saint-Étienne. Ouais. Parce que tous les joueurs sont arrivés à Saint-Étienne en 70, ben Lopez, Ouais, les Révéli, Merchadier, ouais. voilà, tout ça. Et donc, ils m'ont accueilli comme leur enfant, comme leur petit frère. Et là, ça dure toujours, quoi. Là, on se voit assez souvent avec les anciens. Et c'est vrai que c'est un peu, je suis un peu le Kwasou, nous, à Saint-Étienne, on appelait ça le Kwasou. Le Kwasou, c'était le dernier, quoi, de la famille, quoi. C'était le Kwasou. C'est celui qu'on protégeait, c'est celui qu'on aimait. Et donc, je me suis retrouvé, à m'entraîner. Et donc, j'ai dit, bon, ben, faut que j'aille prévenir le proviseur. Non, c'est bon, c'est réglé. Tu restes pendant une semaine avec nous. Et puis après, on verra ce qui se passe. Et puis, donc, après, c'est passé que, ben, on a été qualifié pour aller en finale. Donc, je suis reparti une semaine au lycée. Et alors, est-ce que Où tu reviens au lycée comme une star ou tout le monde, ou ça passe un peu inaperçu? Non, ça passe inaperçu. C'était un grand lycée. Et puis, bon, moi, je suis pas trop tendance non plus à en rajouter, quoi. J'ai fait ce que Ouais. j'avais à faire. Les médias n'étaient pas aussi présents qu'ils le sont maintenant. Donc, je sais pas. Non, non, ça s'est passé tout à fait tranquillement. Mais alors, est-ce que dans ta tête, tu espères secrètement que tu vas rentrer sur le terrain ou est-ce qu'au contraire, tu stresses à l'idée qu'il y ait une autre blessure et que tu doives te retrouver à remplacer et à faire tes débuts en demi-finale de Coupe d'Europe? Eh ben non, parce que en fait, sur le banc, j'étais comme 15 jours avant dans les tribunes, quoi. J'étais spectateur. D'accord. Je me rendais pas compte de l'histoire, quoi, en fait, hein. Je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, quoi. C'était imprévisible, incroyable, infaisable. Enfin, voilà. C'était, c'était complètement hors norme, quoi. Mais alors, est-ce que du coup, tu es conscient de ta force ou est-ce que tu te dis, c'est pas possible, c'est un malentendu? Parce que tu as l'air tellement modeste et insouciant, en tout cas peut-être à l'époque, qu'on a, j'ai du mal à t'imaginer en te disant que tu es sur le banc en disant j'ai ma place, je vais cartonner, je suis là parce que je suis le deuxième, je suis Je suis prêt. prêt. Je Ou suis est-ce que tu es ready. plutôt en Je train de te suis ronger les ready. sangs en disant mais qu'est-ce que je fous là? C'est Non, quoi non, ton... je me rends compte, en fait, je me suis rendu compte plus tard que j'étais absolument pas prêt. C'est D'accord. pas possible. D'accord. Non, mais, non, mais c'est inconcevable. On peut pas passer Mm. de la quatrième division où tu jouais en face de moi, euh, Mm. à la finale et jouer Ouais. un Gerd Müller, quoi. C'est pas possible. On peut pas, non, parce que voilà, on peut pas imaginer que ça puisse arriver un jour. Ouais. Et puis surtout que tu puisses te retrouver sur le terrain. Bon, après, il peut se passer tellement de choses. On peut être une trapanelle, comme on peut être un héros parce qu'on a Ouais. arrêté ce qu'il fallait arrêter par chance, par insouciance, par plein de choses. Mais bon, alors ça s'est pas passé. Donc je regrette pas que ça se soit pas passé parce que au moins ça m'a permis d'avoir un peu de crédit, quoi. Parce que Ouais. si je rentre Oui, bien et je sûr. me trouve Ouais. terminares, quoi. C'est On mort. retourne voir les bougnats de 9 h du matin sur les terrains de merde. Ouais, exactement. Et donc, à la fin de la saison, j'ai signé un contrat stagiaire parce que bon, je me suis entraîné quand même avec eux. Donc là, Robert Herbin s'est rendu compte que j'avais quand même certaines qualités pour arriver à jouer un jeu à ce niveau. C'était quoi les qualités justement qu'il a perçues, Robert Herbin? Ça, malheureusement, on peut plus le demander parce qu'il est décédé. Mais bah, déjà, j'étais grand, j'avais pas trop peur, j'avais une bonne prise de balle, enfin, je sautais bien, je plongeais bien, enfin voilà quoi, des qualités comment dirais-je, pour embrasser avec beaucoup de travail une carrière éventuelle professionnelle. Et alors, ta taille officielle, c'est 1,88 parce que j'ai un peu vu 1,90, 1,92, mais la plupart c'était 1,88. Donc, est-ce que tu peux clore le débat sur ta taille? Oui, alors je mesurais 1,88 m et là je me suis fait opérer des deux genoux, j'ai des prothèses, donc je pense que j'ai raccourci de 1 cm ou deux. D'accord, d'accord. Donc maintenant 1,87, 86, mais à l'époque, en tout cas, c'était Ouais. 1,88.
D'accord. Alors moi, Voilà, je t'ai c'est vu jouer, non pas dans les matchs, j'ai pas joué contre toi, mais je t'ai vu jouer. Pourtant, j'avais vraiment l'impression que tu étais hyper grand. Ouais, pareil. Tu vois. Quand j'ai vu un J'avais- 88, j'ai eu du mal à y croire parce que tu donnais l'impression d'être voilà. beaucoup plus Ouais, grand. j'ai pas, t'avais un physique de plus grand, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours l'impression que t'étais, je sais pas, t'as des grandes mains, des grands bras, je sais pas, mais euh, C'est plus peut-être grand, aussi parce non? que les autres étaient moins grands. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, parce que Ouais. peut-être. quand moi je vois, j'ai connu plein de sportifs de très haut niveau, des handballeurs et des basketteurs, et puis des basketteurs que tu vois au milieu du terrain, tu les dis, putain, il est tout petit celui-là, puis tu es à côté de lui, tu es obligé de lever la tête pour le voir. Parce que les autres, ils sont tellement grands autour que tu as l'impression qu'il est plus petit, quoi. Ah, c'est sûr que si tu es à côté de Giresse, il y a quand même un contraste assez saisissant. Ouais, C'est vite, ouais. Je prends 10 centimètres d'un coup, ouais. Ou même avec ouais, Jean-Luc Ettori Ettori. Jean-Luc 1,73. Ettori Ouais, qui était petit. Ouais, exactement. ouais, il était plus petit, ouais. Mais bon, les gardiens de but à l'époque, ils étaient pas, à part Bertrand Demann, qui était grand aussi. Après, c'était pas non plus des géants, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment un poste Oui. qui a énormément. Autant certains autres postes, on peut pas dire qu'il y ait une évolution spectaculaire, mais le poste de gardien, quand on regarde ton époque et aujourd'hui, ça n'a vraiment plus rien à voir. Ils sont tous très grands, ils sont costauds, ils ont un jeu au pied Ouais. qui font qu'ils sont quasiment défenseurs. C'est vraiment plus du tout le même poste. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Guy Briet, qui était un entraîneur qui était Ouais. au bâtiment de Joinville, qui est venu à Saint-Étienne et qui était passionné par le travail de gardien de but. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé avec lui, mais un truc de fou. On a fait des séances Il y a des gens qui venaient, alors que j'étais pas encore pro, il y a des gens qui venaient à l'entraînement et qui nous demandaient quand est-ce qu'on faisait spécifique. Lui et moi, on était tous les deux sur le terrain. Et il y avait 30, 40 personnes qui venaient nous voir pour voir le travail que l'on faisait, quoi. Waouh. Spécifique du gardien. Voilà. Ah ouais, ok. Et à l'époque, c'était pas non plus quelque chose maintenant, tous les clubs ont un entraîneur de gardien de but. Maintenant, c'est un poste complètement différent de ce qu'on a pu vivre. Et côté matériel, c'est aussi une question qu'on a bien vue parce qu'on a interrogé beaucoup de gardiens. Il y a aussi une évolution du Ouais, matériel, des surtout gants, maintenant, ouais. du gardien qui est quand même. Ouais. Ouais. Toi, comment tu as vécu cette évolution du Ouais. matériel? Sachant que tu étais quand même le roi du. On s'en rappelait avec Michel, tu es quand même le roi du Ouais, fuseau, hein, du t'étais très pantalon quand fuseau, même. ouais. Ouais, ouais. Ça, c'était parce que, bon, généralement, en hiver, à Saint-Étienne, il fait pas beaucoup chaud, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. et puis, comme à l'époque, à Saint-Étienne, on touchait pas non plus beaucoup de gardiens, de ballons quand on était gardien de but. Donc, il fallait être bien réchauffé au moment où il fallait agir. Euh, mais bon, moi, j'ai connu quand même les gants en laine avec des picots comment ça s'appelle? De De ping-pong. raquettes de ping-pong. Ouais. Voilà, après, avec Ivan Kurkovic qui lui avait des connexions allemandes de l'Est, tout ça, parce que c'est des Allemands Et eu le sport, ouais. qui ont introduit des gants qui faisaient fureur à l'époque et qui sont toujours au sport, rush, tout ça, c'est allemand, quoi. Ouais. D'accord. Et alors oui, c'est marrant parce j'allais dire, on a eu Joël Bat sur le programme qui racontait comme il y a une vidéo de lui où quand il débute à Sochaux où tu le vois s'entraîner avec les joueurs de champ et tu le vois en train de faire des têtes plongeantes. Et Mm. donc c'est qu'à l'époque il y avait pas voilà le gardien s'entraînait comme le reste des joueurs de champ. Donc c'est vrai que toi c'est assez particulier que tu aies eu la chance d'avoir un travail vraiment spécifique et je crois que c'est Robert Philippe aussi, tu es un de tes entraîneurs, c'est ça? Oui, c'est lui. En fait, c'est Robert Philippe qui a été à l'origine de ma venue à la Saint-Étienne, quoi. D'accord. Quand je suis venu en junior, c'est lui qui m'a fait venir. D'accord. Donc tu signes un contrat stagiaire et là, j'imagine que tu te dis, ça y est, la carrière de footballeur est envisageable de manière un peu plus structurée. Enfin, c'est un peu la confirmation, quoi. Oui, oui, là, je commence un peu à me dire pourquoi pas, hein, parce que ben je m'entraîne tous les jours. Je suis plus au lycée. Après, moi, j'ai une année où je fais l'armée. Hein, en 78, je fais l'armée, mais pas au bataillon de Joinville, parce que comme au bataillon de Joinville à l'époque, c'était que les titulaires en division d'honneur, en division 1 qui allaient au bataillon de Joinville. Donc moi, j'avais aucune possibilité d'aller là-bas, donc j'ai fait mon armée à Lyon, à côté de Saint-Étienne. Bon, ça peut paraître sympathique, mais c'était pas très sympathique parce que c'était un camp, c'était un régiment d'infanterie semi-disciplinaire. D'accord. À l'époque, ça existait. Ça veut dire Hein. quoi? Ben, ça veut dire qu'il fallait être
Alors moi, j'avais la chance d'avoir négocié, c'est pas, parce que Guy Briet, comme il était au bataillon de Joinville, il était militaire, donc il était entré en contact avec les responsables, enfin le capitaine qui me gérait tout ça. Donc il me libérait tous les dimanches pour que je puisse jouer. Mais sinon, le reste du temps, c'était faire des marches commando, c'était faire des pistes de risque, Ah ouais. c'était faire des igloos à Moutier. Alors, toi qui voulais être dans le militaire quand tu étais plus jeune, ça t'a donné envie de Non, continuer parce ou... que j'avais autre chose à faire à côté, mais c'est vrai que l'aspect physique de ce que j'ai vécu pendant un an, ça m'a pas déplu. Pour bien qu'on comprenne, tu n'es pas avec d'autres sportifs là. Là, tu es vraiment avec les autres bidasses complètement normaux. Ah oui, mais ouais, si on peut dire, il y en avait des normaux et des moins normaux, mais bon, Ouais, c'est c'était ça. l'époque. D'accord. Mais est-ce que tu as des amis de cette époque-là? Est-ce que Non, tu as gardé non, des non, amis de l'armée? je pas Non. gardé. Parce que quand ils faisaient la fête, moi, j'étais pas là. Ouais. Quand il y avait des conneries à faire, ben, j'étais pas là non plus. Donc, c'est vrai que moi, j'essayais de pas trop faire de conneries parce que si je faisais une connerie que je me retrouvais au trou, je pouvais plus sortir, je pouvais plus jouer, je pouvais plus rien faire, quoi. Donc, Ouais. c'était l'obligation de. Mais tu devais être un monstre physique. Je veux dire, comme toi, tu étais quand même, on peut dire, semi-pro à ce moment-là, en tout cas. Tu devais être la star pour tout ce qui était exercice Ouais, physique, mais etc. tomber sur des types, notamment, j'avais un adjudant-chef qui était un monstre, mais lui, c'était pas. Je pense pas que ce soit tellement physiquement, mais c'était surtout mental. C'était un monstre. Il se couchait à 7h, 8h du matin bourré. Et à 9h, on faisait une course commando de 30 kilomètres. Il était devant, quoi. Hein. Là, c'était C'était, Henri Michel, quoi. ouais. C'était Henri Michel, quoi. T'es sûr que c'était pas Henri Michel? Peut-être qu'il n'était pas bourré à 8h du matin. Qui? Henri Michel. Bah, les histoires qu'on a eues, ouais, La c'était ça, quoi. Il réputation. revenait de boîte, il prenait une douche Ah ouais. et puis ensuite il allait mener le footing et il était premier au sprint et dans tous les trucs comme Ben ça. voilà, ouais. Pas une expérience inoubliable, en tout cas le service militaire. Si, moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. Après, Ah bon? dans le sens où, j'étais pas emmerdé pour mon sport. Parce Ouais. que je pouvais faire. Bon, je m'entraînais pas du tout de la semaine. Physiquement, ben, je courais, on faisait des choses, on tirait au fusil. Moi, j'étais LRAC, tireur LRAC, lance-roquette anti-char. C'est Waouh. Ça t'a Ah beaucoup ouais, ok, servi dans la vie ouais. civile, je suis sûr. C'était le tuyau, vous savez, qu'on met sur Ouais. l'épaule comme ça, et puis voilà. Ouais, Ouais, Ah bien donc sûr, ouais. tu t'entraînais à lancer des roquettes, ça doit être jouissif, non, de lancer des roquettes comme dans les films. ouais, mais bon, c'était un matériel quand même assez ancien, quoi. Ouais, on prenait un shoot sur la tête quand on tirait parce qu'il y avait du recul. Non, mais bon, on n'en tirait pas tous les jours non plus, mais bon. Bah, c'était quand même ta spécialité, c'est-à-dire que fallait se préparer quand même au cas où à une guerre, et donc tu étais prêt à lancer Voilà, des roquettes. j'étais prêt. C'est bon à savoir. Et donc, tu signes ton contrat de stagiaire. Là, j'imagine que tu joues en troisième division. Tu es dans la réserve régulièrement. Non, 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 j'étais pas. Ouais, mais moi, c'est pas si simple. Hein, c'était trop facile si ça avait été simple. Parce que j'ai fait l'armée, donc D'accord. je jouais encore en DH. Quand je faisais l'armée, bien sûr, je pouvais pas prétendre à jouer en troisième division parce que je m'entraînais Ouais. pas avec tout le monde. Donc, pendant cette année-là, j'ai joué en DH. C'est que l'année d'après, 78, 79, j'ai joué en troisième division. Donc tu passes du match d'Eindhoven à Non, la réserve et non, l'armée. je m'arrête à Glasgow d'abord. Ah oui, ok, d'accord. Tu Une passes à petite Glasgow étape. et après, ben, Et après, Alors raconte-nous Glasgow quand même, ah parce ouais. que là, je crois, si je me souviens bien, il y a un moment où Kurkovic, on a l'impression qu'il se blesse en Oui, oui, début de ce match, blesse c'est ça? Alors un raconte-nous un peu. petit peu ce qui se passe dans ta tête, parce que est-ce que là, tu as envie de rentrer sur le terrain? Est-ce que tu t'es toujours dans le même état d'esprit où tu pries qu'il se relève et qu'il soit pas, qu'il soit pas amoché? Ben, disons que l'expérience qu'on a eue avec Ivan Kurkovic, c'est que de toute façon, il a jamais été blessé. Ouais. Il est jamais sorti blessé d'un match. Bon, mais moi, ça m'arrangeait bien, je pense. Hein. Moi, j'étais bien. C'est vrai. Ouais, parce que Ah, donc 6 mois plus tard, tu lançais des roquettes sur des voilà. haches, quoi. Donc, ouais. Mais non, mais je pense que sincèrement, j'étais pas du tout du niveau. C'est pas possible d'arriver comme ça et puis de dire moi je suis le champion du monde. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est pas possible. Ça aurait pas été. Tu penses que tu te serais écroulé ou tu penses que tu aurais pu te sublimer Non, si vraiment tu avais dû rentrer écroulé. sur le terrain?
Je sais pas parce que c'est les circonstances qui font les réactions, quoi, en fait. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas de Bien dire, ah ben, sûr. j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ou j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Des fois, on se dit, ça, je pensais pas pouvoir le faire, et puis, en fonction des circonstances, des instants, on l'a fait, et puis, inversement, on dit, mais là, j'étais une tripe, j'aurais pu faire autrement. Moi, franchement, je veux pas dire, j'aurais été bon, je veux pas dire, j'aurais été mauvais. Je veux simplement dire que merci Yvan de t'être relevé. Au moins comme ça, au moins comme ça, on n'a pas eu le verdict. Le choix. Bon, donc tu fais ton année là, près de Lyon, voilà, Mm. pendant 1 an. Et là, tu reviens donc à Saint-Étienne. Et là, tu t'intègres Là, la oui, réserve. là, Là, c'est ça. j'intègre la réserve. Alors, je m'entraîne avec les pros parce que, comme il y avait à l'époque, il y avait deux gardiens de but. Donc, quand on faisait des petits matchs et tout, je m'entraînais donc avec les pros. À l'époque, il y avait Platini, il y avait Rep, il y avait Battiston. Enfin, voilà, quoi. C'était pas non plus des petits joueurs, quoi. C'est ce qui permet aussi de progresser rapidement. Et qu'est-ce qui te surprend le plus quand tu commences à t'entraîner avec l'équipe première? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque en particulier? Ouais, ce qui me marque, c'est l'état d'esprit des gens, quoi. Je veux dire, c'est vraiment c'est des tueurs, quoi. C'est des vainqueurs. Et ils sont pas là pour faire plaisir à personne. Ils sont focalisés sur les objectifs. Quand ils sont enfin, je veux dire, quand ils sont sur le terrain, après, dans le vestiaire, c'est autre chose. Comme les boxeurs, dès qu'ils mettent les gants, c'est plus les mêmes, quoi. Hein. Et comment tu es accueilli justement par cette génération-là, par les Platini, par les Rep dans le vestiaire? Ils te considèrent toujours comme le petit gars du pays là qu'on protège Ben, ou c'est-à-dire il y a moins de bienveillance? quand je suis arrivé avec les Verts de 76, on va les appeler comme ça. Bah, j'étais un peu timide, j'avais les yeux tellement ouverts que je dormais pas la nuit. Enfin, je dormais pas la nuit, je veux dire, mes yeux Ouais. restaient Ouais, ouverts avec toutes les images que j'avais vécues dans la journée. Là, j'avais fait 1 an d'armée, je m'étais entraîné, j'avais pris un peu du muscle, j'avais pris un peu du poids, j'étais moins timide. Et puis je pense que j'ai forcé un peu l'admiration parce que j'ai beaucoup progressé. Et ils se sont rendus compte que voilà, quoi, c'était un gardien de qualité. Et puis après, ces gens-là, quand ils ont des tripes à côté d'eux, ils les calculent pas. Et puis quand ils ont des joueurs de qualité, ça leur fait plaisir. Et puis ils sont contents, quoi, de pouvoir jouer avec. Et puis j'imagine comme tu arrives avec un lance-roquette dans le vestiaire, c'est un peu du calmer tout le monde aussi. Ouais, ouais. Puis en plus, j'étais pas tendre à l'époque. Et c'est qui tes gars sûrs dans le vestiaire, les personnes avec lesquelles tu t'entends le mieux à ce moment-là? Yvan, Ouais, avec Yvan, c'était une relation plutôt professeur-élève ouais. avec qui je m'entends bien. C'est Farison, forcément, il est stéphanois aussi. Non, il était parti, lui, Farison. Farison était parti. Ben, c'est-à-dire que rapidement, quand j'ai intégré l'effectif pro, je suis arrivé en équipe de France. Et Ouais, donc, en 80. équipe de France, tu avais Lopez, tu avais Platini, bien sûr, tu avais Battiston, il y avait plein de Stéphanois. Donc, après, ça crée aussi un groupe dans le groupe, quoi. Donc, avec Battiston, D'accord. avec Champion, avec Lopez, on n'était pas vraiment non plus à touche-touche, mais voilà, quoi, on avait de très, très, voilà, proches. Prof. C'est D'accord. le mot. Et quand est-ce donc commence ton premier match pro avec Saint-Étienne? Alors, mon premier match pro commence, je crois, ouais, c'était la quatrième journée de la saison 80-81. Saint-Étienne avait fait un très mauvais début de championnat, avait fait match nul, perdu à Bastia, match nul à la maison, perdu à Bordeaux. Et donc, on reçoit Nancy. Et 3 jours avant, ou une semaine avant, on fait un match amical à Rimini, en Italie, contre l'Inter. Et Hmm. donc là, la décision est prise par Herbin, je pense, Kurkovic aussi, de me faire jouer ce match amical voilà, si ça se passe bien, voilà, Pour te tester un peu, voir un pour peu être quelles le solutions match sont possibles. Ok. avant d'intégrer les pros, quoi, le match, un match première division. Donc, je vais jouer à Rimini. Donc, alors je sais très bien quand c'était, puisque la veille, mon fils est né. Mon fils, ouais, il Ah est oui. né le 8-8-80. Et donc, le match était le 9-8-80. Voilà, c'est pas, Donc tu avais voilà, 23 j'avais ans à peu près. 23 ans. Et donc,
On va à Rimini, on perd 2-0. Bon, à l'époque, les équipes de France, elles n'étaient pas trop. Les équipes françaises, pas l'équipe de France, à part celle en Coupe d'Europe qui brillait. Et donc, on revient, et puis Herman m'annonce rapidement que c'est moi qui vais jouer le match de Nancy Et tu t'y à attends? Geoffroy-Guichard. Je m'y attends un peu parce que les bruits de couloir, Kurkovic était un peu en perte de vitesse. Les gens doutaient un peu de lui. Enfin voilà quoi, il y avait quand même quelques signes Ouais. un peu avant-coureurs quoi, comme quoi, Kurkovic, il devait avoir 35 ans, 36 ans, quelque chose comme ça quoi. Donc à un moment donné, malgré tous les efforts qu'on peut faire, il arrive un moment où on n'a plus le ressort et le potentiel pour jouer à ce niveau. Donc, je joue. On a gagné 4-1. Et puis après, c'était parti. Alors, j'avoue, j'essaie de comprendre comment il a pu tomber aussi rapidement en disgrâce. Parce que c'est vraiment c'est le monument à Saint-Étienne. Vraiment, c'est le gardien qui a fait toutes les campagnes. Et là, il est quand même Mm. éjecté sans cérémonie en plein milieu, enfin même pas en plein milieu, en début de championnat, quoi. Au bout de 3 journées où il porte un peu le chapeau d'un début pas terrible, où il prend effectivement pas Ouais. mal de buts. Comment toi, qui a cette relation où c'est vraiment ton mentor, il t'a couvé depuis des années. Ça fait partie des lois du milieu, bien sûr, d'être toujours prêt et de devoir Mm. remplacer. Et tu savais que ça allait arriver à un certain moment. Mais comment toi, intérieurement, ouais, comment tu le vis intérieurement, ça? Il y a un petit sentiment de trahison. Raconte-nous un petit peu cette étape importante dans ta carrière. Ben, en fait, je pense qu'ils ont beaucoup discuté avec Robert Herman. Je pense aussi que le courant ne passait plus trop entre Kurkovic et Herman. Et la veille que Herman me l'annonce, Kurkovic me l'a annoncé. Donc, il y avait une concomitance Voilà, claire. c'est-à-dire que je pense pas que Herman était au courant que Kurko allait me l'annoncer avant lui. Mais je D'accord. pense que Kurko, c'est quelqu'un de là je revois, on revoit là parce qu'on se voit au moins au moins 2, 3 fois par an, on se voit tous ensemble, on passe des moments extraordinaires et c'est quelqu'un de classe, de respectueux, qui sait sa valeur, qui sait ses défauts, qui sait ses qualités et qui a su à un moment donné que ben voilà, il y a quelque chose qui était cassé. Alors avec certains joueurs, avec l'entraîneur, avec peut-être le public aussi. Enfin bon. Et donc après à la fin d'un entraînement, on s'est mis tous les deux sur le banc de touche au stade. Et il m'a dit bon ben Jean, ça y est, c'est bon, c'est à toi. Voilà, moi j'ai plus, je peux plus, c'est pas qu'il peut plus, mais il a dit voilà, faut que je passe le flambeau et c'est à toi que je veux le passer. Donc j'espère que tu. Puis voilà, il m'a dit mais nos relations vont rester les mêmes. Il est resté encore un an avec moi pour me conseiller, me donner des petits trucs, tout ça. Et puis voilà, quoi, ça s'est passé comme ça. Ah, il y a vraiment eu un transfert de relais, quoi. Il y a eu vraiment un relais, Oui, un tout à transfert de fait, oui. flambeau entre toi et lui, quoi. Et si tu devais décrire sa façon de transmettre son enseignement, comment tu le décrirais? Alors, je sais que c'était un bourreau de travail, mais au-delà du travail. Ben, moi, disons que Kurkovic, il m'a beaucoup appris à ses dépens. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je regardais un match, je regardais pas Rocheteau, je regardais pas Zimaco, je regardais que Kurkovic. Tout le match, pendant D'accord. 90 minutes, je ne voyais que lui, ce qu'il faisait dans ses 18 mètres, quand le ballon était prêt, quand le ballon était loin, quand il y avait des corners, quand il y avait des coups francs. En fait, je ne regardais que lui et j'essayais un peu de capter sa façon de faire, sa façon de se déplacer, tout ce qui a fait sa grandeur. Et qu'est-ce que tu apprends sur toi-même, justement, en le regardant? Parce que vous étiez quand même deux gardiens très, très différents. Ouais, mais bon, moi, ce que j'ai surtout, ça me semble après, c'est mon sentiment, mais il était très sobre. Je crois D'accord. faisait, il faisait pas un pas à droite pour pouvoir bien plonger à gauche, quoi. Il plongeait à gauche et s'il il pouvait ne pas plonger, il ne plongeait pas. Moi, ce que j'ai retenu un peu de lui, c'est toute cette sobriété, ces moments où vraiment on sent qu'il est en place, que voilà, c'est le boss, quoi. Donc, tu fais partie de l'équipe de Saint-Étienne. Et puis, 6 mois plus tard, comme tu le disais, tu es sélectionné en équipe de France. Ouais. Raconte-nous quand tu entends. D'abord, est-ce que tu t'y attends quand tu es sélectionné?
Ben là, je m'y attends un peu parce que je rentre dans l'équipe. Je crois que pendant les 10-15 premiers matchs, j'ai dû prendre 2 buts. Ok, t'es on Voilà. fire. Enfin, dans la saison, j'en ai pris 16. Donc, Ouais. enfin, c'est bien, quoi. C'est une belle Ouais, performance. c'est incroyable. Ouais, Ouais. c'est bien, ouais, Ça c'est bien. aide. Et surtout, comme, comme, comme on peut le dire, le vivre encore aujourd'hui, c'est que la majorité de l'équipe de France, c'était Saint-Étienne et Bordeaux. Et forcément, à Saint-Étienne, t'as Platini, qui est quand même, qui lui me voyait jouer à l'entraînement, qui me voyait faire les matchs, qui était tout le temps avec moi. Donc, je pense qu'il a dû donner pas quelques consignes, mais qu'il a dû donner quelques informations à Hidalgo qui ont dû faire qu'il m'a sélectionné. Et du coup, ta première section contre l'Espagne, ce qui fait que les émotions sont encore un peu plus fortes, peut-être aussi vis-à-vis de ton papa. Comment est-ce que ça a une saveur particulière que ce premier match soit contre l'Espagne, en Espagne en plus? Ben, oui, ouais, forcément, c'était à Madrid. J'aurais préféré que ce soit à Barcelone, mais bon, c'était à Madrid, on peut pas non plus tout avoir, quoi. Hein, c'était déjà bien. Ma tante, mon cousin et ma cousine étaient venus me voir à l'hôtel en Espagne, à Madrid. Mon père a pas pu se déplacer, mais donc c'était quand même au niveau émotion, le premier match en équipe de France, ça secoue un peu quand même, malgré Ouais. tout. Et puis c'est vrai, le Mm. faire. Je dis pas que je venais venger mon père, mais bon, quelque part, c'est un peu le sentiment de, voilà, quoi, de dire, Le retour de la famille voilà, Castaneda par la grande porte, quoi, on va dire. Ouais. par la grande porte, même. Et là, on est dans les années, on est en 1981, c'est ça? 81, ouais, c'est le début de l'année, ouais. C'est au mois de février ou de mars. Et donc, premier match, donc vous perdez 1-0, mais tu fais un super match, Ouais, ouais, je crois, ouais. Ouais. On prend un but sur penalty. sachant que Ouais, l'équipe d'Espagne, ouais. c'est quand même une très belle équipe hein, à ce moment-là. Elle prépare son mondial à Sur le domicile. mondial. Ouais, ouais. Le match d'après, c'est contre le Brésil. Là, tu fais une mi-temps. Ouais, Comme pour rappeler à nos auditeurs, il y a une grosse instabilité au poste de ouais, gardien c'est, à ce moment-là. Hidalgo n'a pas vraiment fait de choix. Il fera vraiment finalement pas vraiment de choix jusqu'à 84. Raconte-nous un petit peu quelles sont tes relations avec les autres gardiens, sachant qu'elle a quand même la plupart des défenseurs de l'équipe de France sont stéphanois. Est-ce que tu penses que tu pars avec un petit peu d'avance par rapport aux autres? ouais, je suis pas, moi, je suis pas dans ce calcul-là. D'accord. J'ai 23 ans, c'est ma première saison en première division, je fais des bons matchs. Euh, tous les gens, enfin, tous les Stéphanois sont contents, les gens du club sont contents. Enfin, moi, je suis content, ma famille est contente. Voilà, ça me suffit jusqu'à, voilà. Et après, D'accord. je vois ce qui se passe autour. C'est vrai que comme il s'appelle Giroud, à un moment donné, a dit, ouais, effectivement, si Bats, au lieu de s'appeler Bats, s'appelait Bastaneda, il sera en équipe de France. Enfin, voilà, j'avais des réflexions comme ça. Dropsy aussi qui était en colère. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de gars. Moi, je demandais rien. On me Ouais. dit de jouer en équipe de France, je joue en équipe de France. On me dit de jouer le dimanche matin contre des mecs qui sortent de boîte, je joue le matin contre toi d'ailleurs. Ouais. Mais voilà quoi. Et tu crois par rapport à ce que tu dis, il y avait une idée comme quoi, en tant que ancien espagnol, toi et Hidalgo, ça expliquait une possible Ouais, sélection. parce que C'était j'essaie de ça comprendre aussi le message le bon mot de Giro. Ouais. de Giroud? Ouais, mais Giroud, parce que Giroud, il courait derrière aussi. Lui, à l'époque, il n'avait pas une équipe non plus extraordinaire. Et lui, il arrivait à briller que grâce à certains de ces joueurs qui étaient en équipe de France. Ouais. Parce qu'il D'accord. faisait du bon Ouais. boulot, parce que son travail était valorisé par une sélection ou deux ou trois joueurs en équipe de France. Voilà. Moi, je pense que par rapport à après Giroud, on s'est bien entendu, on s'est vu, on n'a pas discuté de ça, mais bon, on avait de bonnes relations malgré tout. Mais c'est vrai que imaginez quand même un joueur qui débute la saison au bout du quatrième match et qui 6 mois après est international. C'est un peu surprenant pour tout le monde, hein, même Ouais. si moi je pense que j'avais les qualités pour. Bon après, voilà quoi. Mais bon. Et donc c'est vrai.
Mais bon, il y a eu beaucoup de polémiques aussi au niveau des journalistes parce que, en fait, l'équipe de France, les journalistes aiment bien la controverse, Mm. les petites histoires de droite et de gauche. Là, l'équipe de France, bon, il y avait Platini au milieu, Giresse, derrière, il y avait Lopez, Jean-Vion, Trésor. Enfin, voilà, il y avait pas de possibilité de discussion, quoi. Il y avait Rocheteau devant, il y avait Giresse devant. Enfin, il y avait pas de dire, ben, Platini, il est pas assez bon, on va changer, quoi. Il y avait Ouais. pas ça. Le seul poste qui pouvait poser problème, c'était que, ben, il y avait des Dropsy, Bertrand de Man, Ray, il y avait Thierry Ray, pas Thierry, comment Bah, ça s'appelait, André Henri Ray. Ray. il y avait André Ray, pardon. Baratelli. Il y avait Baratelli, voilà. Pierre Tempé, Euh, ouais. et, et donc, moi, j'arrivais, j'avais 23 ans et je voulais pousser tout. Enfin, moi, je voulais pas, mais Non, mais bon, on me demandait de tu pousser poussais les tout le monde. hiérarchies. Tu poussais les hiérarchies. Voilà, je bousculais tout le monde. À un moment donné, il y a eu un sondage qui a été fait par les journalistes sur France Foot, un sondage, les journalistes qui jugeaient les gardiens de but. Mm. Donc, il y avait ben, tous ceux qu'on vient de citer. Et donc, moi, je regarde, ben, vite fait, comme ça, je regarde mes notes, parce qu'on avait chacun des notes, hein. Prise de balle, sortie aérienne, dégagement au pied, fait tout ça. Et donc, je regarde, putain, 5, 5, 5, putain, c'est bien. Parce qu'à l'époque, les étoiles, c'était 5. Mais là, on était noté sur 10. Et après, j'ai regardé le classement et j'étais pratiquement le dernier. Je dis, mais je comprends pas, j'ai que des 5. Mais ouais, mais c'était noté sur 10. Ah ouais, mince. D'accord. Je dis pas que ça m'a pas un Touché. peu agacé, mais bon, voilà, ça m'a pas fait trop plaisir. Tous les matchs que j'ai joués en équipe de France, en fait, c'était pourquoi on fait jouer Castaneda, il y a Ray, il y a Baratelli, il y a ci, il y a ni. Par contre, il y a un match que j'ai fait, je suis très fier de l'avoir fait, c'est quand on a joué contre les Pays-Bas à Paris. Ouais, il faut gagner ce match, ouais. C'est le match qu'il faut gagner. Il y a pas d'échappe, il y a pas d'échappatoire. C'est, si on gagne ce match, on est en Espagne. Si on le perd ou si on fait match nul, on n'y est pas. Et là, curieusement, pendant 15 jours, il y avait que Castaneda qui pouvait jouer. Tous les autres, ils voulaient pas jouer. Et C'est donc, vrai, voilà, c'est-à-dire, il voulait pas jouer. Raconte un petit peu. ils voulaient pas jouer. Je veux dire, il n'y avait plus de polémique. Il n'y avait plus de Bastaneda, il n'y avait plus de mauvaise prise de balle, il y avait plus rien. C'était, voilà, quoi. On parlait plus des gardiens de but. On va faire les Castaneda et Ligra, et puis on verra. Et j'y suis allé. L'image qu'on a un petit peu d'Hidalgo, elle est très contrastée, hein. Ce qu'on a eu, on a les joueurs, les classiques, qui étaient un peu le conseil des sages, les Giresse, les Trésors, les Platini, les Bossis, tout ça. Bon, évidemment, il l'adorait, il vantait ses qualités humaines, de communication, de bon père de famille, etc. Et derrière, et souvent d'ailleurs de la part Les des gardiens. Stéphanois, Des Stéphanois souvent et des les gardiens. Stéphanois et des gardiens, exactement, il y avait une image un peu moins positive, on va dire, où Hidalgo communiquait très peu avec certains joueurs, ou pas du tout même, qui prenaient une décision sans vraiment l'expliquer. Comment est-ce que toi, tu qualifierais justement tes relations avec Hidalgo, notamment comment est-ce qu'il te prépare avant ce match contre les Pays-Bas, qui est un match ultra important, qui aurait pu signer la fin de la génération Platini si ça s'était mal terminé en tout cas. Ouais, j'ai pas de souvenir particulier de préparation particulière avec Hidalgo. D'accord, donc ça confirme un peu ce qu'on Mais disait. c'est-à-dire que ce qui se passe, là, vous avez cité des joueurs, Platini, Giresse, Battiston, Trésor, c'était des joueurs qui étaient indispensables, qui étaient Ouais, titulaires à part entière, même avant Hidalgo. Enfin, je veux dire avant. ouais, ouais. Ils passaient même avant Hidalgo dans la hiérarchie de l'importance au niveau de l'équipe de France. Donc ces gens-là, ils avaient sûrement, mais c'est clair, des relations, et c'est normal, privilégiées avec l'entraîneur, où l'entraîneur souhaitait avoir des relations privilégiées avec ses joueurs pour que le groupe vive et que les performances s'affirment sur les matchs, quoi, hein. Ouais. C'est logique. Après, critiquer, moi, j'aime pas trop critiquer. Je pense que, voilà, chacun a un sentiment, une relation personnelle avec telle ou telle personne, qui est ce qu'elle est. Puis, on peut la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Moi, je trouve tout à fait logique que Hidalgo parle plus à Platini qu'à moi, par exemple. Ouais. Moi, je trouve ça pas éthique du tout. Alors, je vais poser peut-être la question différemment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit qu'il a réussi à mettre Joël Batz en confiance pour 84,
mais qu'il n'a pas réussi à le faire pour les gardiens de la période 78, 82, 83. Est-ce que c'est plus lié à la personnalité de Joel Batz ou est-ce que c'est, à ton avis, plus lié à la personnalité d'Hidalgo ou à la qualité des gardiens qu'il avait à sa disposition? C'est peut-être aussi parce que entre 82 et 84, Hidalgo a évolué. Il a peut-être changé sa façon, son discours. Et puis c'est vrai que Batz est arrivé dans un moment, il était à Paris à l'époque. Il était Il arrive à Paris 85, 86, je crois, 85 sûrement. c'est après alors. Il me semble, ouais. 80, mais bon, à l'époque, c'est comme Barthès, quand il était en équipe de France, il n'y avait aucune discussion possible autour de lui, il n'y avait personne. Alors que là, nous, on était entre les vieux grognards comme Baratelli ou Dropsy, Ettori un peu moins, moi jeune. Voilà, c'était un peu flou comme hiérarchie. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. C'était peut-être plus compliqué pour trouver le gardien qu'il fallait à ce moment-là. Mais est-ce que toi, alors c'est une question difficile, hein, mais est-ce que tu Ouais. penses que, personnellement, que un gardien comme Joel Batz était meilleur que toi? Euh, Pourquoi pas? Oui, ouais. Ben, ça dépend parce que bon, moi, quand j'étais en équipe de France, j'étais meilleur que lui. Après, lui était en équipe de France, donc il était meilleur que moi. Donc chacun avait D'accord, sa période. d'accord. Non, mais c'est, 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 enfin, je sais pas, c'est deux générations un peu différentes. C'est, je sais pas, des clubs différents. Moi, j'ai souvenir d'un joueur à l'Olympique de Marseille. Comment il s'appelait ce gardien de but? Paul Meta? Non, 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 bien avant, qui était à l'UNFP longtemps. Charrier, René Charrier. Oui, Richard qui a deux sections, c'est ça? Voilà, René Charrier, qui a été un monstre à l'Olympique de Marseille, qui arrêtait tout, qui était gardien de but, enfin, incroyable. Il a joué en équipe de France 2 matchs et après il a plongé complètement. Parce que la pression, et pourtant il était bon. Mais il y a des circonstances qui font qu'il faut on passe à travers ou on explose complètement parce que après, il a plus existé. René Charrier, ça veut dire que chaque génération a peut-être son gardien de but et qu'il faut peut-être pas trop non plus vouloir insister sur l'évolution du gardien de but. C'est peut-être moi ce qu'ils ont voulu faire pour moi en se disant que là j'étais bien et que si jamais je passe à travers en Coupe du Monde, je vais plonger complètement. C'est peut-être, ils voulaient peut-être me préserver pour la suite. Je sais pas. D'accord. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que tes premiers matchs, donc tu as ce match contre l'Espagne, ensuite tu as le match contre le Brésil où tu joues une mi-temps. Là, tu as ce match contre l'Irlande du Nord qui est ton premier match officiel en tout cas, où là, Ouais. sans vouloir te faire injure, tu passes un peu au travers. Je sais pas comment toi tu vois ta performance Ouais, ce ouais, jour-là. Mais bon, pas j'ai pas seulement toi, apporté hein. ce que. Tous les Stéphanois, Ouais, janvier, ont fait un match catastrophique. Je crois qu'il y a un but ouais. contre son camp d'un autre Stéphanois. Donc c'est pas un match exceptionnel de la part de la défense française. Mais tu es quand même rappelé après. Et tu fais le match contre le Pays-Bas, tu fais le match qui effectivement scelle la qualification française contre Chypre, ensuite tu rejoues contre l'Irlande du Nord. Et là, on a l'impression du coup que tu te prépares à être titulaire dans les buts en Espagne. Ouais. Et à la surprise générale, c'est Jean-Luc Ettori qui, d'après pas les rumeurs, mais en tout cas la version officielle, c'est qu'il fait une super préparation à fond romeu. Il le disait lui-même, on l'a eu sur Ouais. le programme, qui fait une préparation tonitruante. Il sort d'une super saison avec Monaco, qui était promu et qui devient aussi champion de France. Et ce Mhm. qui est intéressant dans cette préparation pour 82, c'est que c'est Kurkovic qui est le sélectionneur, entre Oui, guillemets, des gardiens, en tout cas qui est le conseiller le technique, préparateur, oui. préparateur Oui. d'Hidalgo. Et donc, moi, quand j'apprends ça, je me dis, bon, bah, du coup, ça aurait quand même dû favoriser son ancien Ouais. élève. Et pourtant, au final, c'est Ettori qui est sélectionné. Comment est-ce que toi, Qui est titulaire. d'abord, qui est titulaire, pardon, et du coup, toi, Ouais. est-ce qu'Hidalgo vous explique qui va être titulaire ou est-ce que vous êtes un peu dans le flou pendant le stage de préparation à Fourremeux, tout ça? Non, c'est-à-dire qu'à Font-Romeu, on est arrivé avec chacun plus ou moins une étiquette. Voilà. D'accord. Ouais, Euh, Baratelli, c'était le vieux. Hein. d'accord. Moi, j'étais le jeune, plutôt le futur titulaire. Mhm, ouais.
et Ettori, c'était le troisième. Oui. C'est le Joker. Voilà, c'était un peu la hiérarchie qui était annoncée comme ça. Comme il s'appelle Baratelli, il n'était pas très sympa comme personne. Il n'était pas très dans le groupe. Il n'était pas très, Un peu taciturne, ouais, j'ai l'impression. ouais, un peu taciturne en fait. Et en plus, comment ça s'appelle il était seul. Il était isolé. Il jouait à Paris à l'époque. Ouais, ouais, ouais. De Paris, il y avait qui? Il y avait juste Rocheteau. Rocheteau, ouais. C'est tout. Il y avait pas d'autres Parisiens, quoi. Ouais. Et bon, et Rocheteau qui est un peu taiseux aussi, qui est pas. Donc, je veux dire, nous, avec Saint-Étienne, il y avait plein de joueurs avec qui on avait des affinités, des repères, tout ça. Les Bordelais, eux aussi, de leur côté, en avaient. Ettori, qui était un méridional, qui était vraiment. Voilà, quoi. Donc, il s'est bien fondé dans le groupe aussi. Donc, je crois que la hiérarchie, elle était comme ça. Et c'est vrai que peut-être dans la préparation, ben, moi, ça m'a un peu freiné. Je ne sais pas où freiner, ou j'ai pas répondu aux attentes énormes, ou peut-être, ou simplement aux attentes que Hidalgo avait de moi. Ettori, bon, qui est un gardien un peu foufou, quoi, qui part dans tous les sens, qui fait plein de choses et tout. C'est peut-être ce qui a fait la différence, c'est sûrement ce qui a fait la différence. Et peut-être que avec Jean-Luc Ettori, ils se sont dit, il y aura peut-être moins de pression, moins de, voilà. Moi, Et, j'analyse la situation comme ça. D'accord. et juste pour revenir un tout petit peu avant, en revanche, avant la sélection, toi, avant que la sélection soit donnée, t'es quand même sûr d'y participer ou t'avais quand même quelques doutes? Participer, être dans les Ouais, 22, ouais. Ouais. ouais, j'étais quand même, sans être vraiment serein à 200%, je me disais que quand même, voilà, quoi. Oui, ok. Non, J'avais mais, fait, j'avais fait les 2 derniers matchs de qualification, dont la Hollande, simplement pour ça, pour me Sans prendre de remercier, but en plus, ouais, sans prendre de but en plus. sans prendre de but, pour me remercier. Il fallait qu'il m'amène, quoi. C'est ouais, tout. ok. Ouais. Et est-ce que Kurkovic te donne un peu des conseils pendant le stage de préparation ou c'est du coup, il essaye de rester neutre? Parce que ça doit quand même étrange, Non, non? J'imagine. ouais, oui, ouais, c'est un peu. Mais là aussi, disons que les gens de l'extérieur ont imaginé que tout avait été fait pour que je joue la Coupe du Monde. Hmm. Ouais, Hein, en c'est fait, effectivement les coupures de presse de l'époque disent qu'il y avait, voilà, c'est que ouais, vraiment les journalistes faisaient une hype pour Castaneda. Je ne ouais. sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était certains articles qui le disaient effectivement. Bah ouais, donc bah, c'est vrai qu'avec bon, Kurkovic, bon, Michel Platini, pas Hidalgo, Michel Platini, qui avait une grosse influence, on va dire, en équipe de France, c'est normal, hein, bon, était stéphanois, je suis stéphanois, enfin voilà quoi, je veux dire, tous les, tout le monde pensait que pour moi c'était la voie royale, quoi, et tout le monde s'est trompé. Et du coup, toi, tu t'es déçu avant que D'abord, est-ce que Hidalgo vous l'annonce? Voilà, j'ai choisi tel ou tel gardien ou vous Ben l'apprenez moi je la suis veille du déçu, match? on l'apprend la veille. Moi je suis un peu meurtri parce que le premier match, bon, je joue pas et je suis pas remplaçant, je suis dans la tribune. Ah, t'es un coiffeur. Voilà, je suis un coiffeur. Et bon, ça m'a un peu chagriné parce que, ben, Dans la hiérarchie, t'es troisième, quoi. Il n'y a pas de débat, quoi. voilà, là, du coup, je passe de titulaire contre la Hollande au coiffeur qui coupe les citrons à la mi-temps. Pas que ça me perturbe, mais bon, je me sentais pas à ma place là dans la tribune, quoi. Ouais. J'ai cru entendre dire qu'entre Hidalgo et Baratelli, ça s'était mal passé parce que Baratelli pensait vraiment, vraiment être titulaire Oui. pour cette Coupe du Monde. Bon, à partir de ce match-là, j'ai été remplaçant sur le banc et Baratelli a pris ma place dans la tribune. Ce qui n'a pas rendu. Ouais, ce qui a pas arrangé les choses, mais en tout cas au niveau de l'ambiance. Mais est-ce que vous discutez entre les gardiens? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce que tu venais de dire, c'est que Baratelli il était un peu isolé, un peu seul. Ouais. Mais est-ce que toi et Tori, vous avez une bonne relation? Ben alors, Ettori jouait à Monaco. Moi, mon ex-épouse était de Roquebrune Cap-Martin, donc Ouais, c'est à pas côté. loin. On est partis 2 fois en vacances ensemble. D'accord, donc très bonne relation. Voilà, une très bonne relation. On était bien ensemble. Voilà, quoi. Il y avait pas, entre lui et moi, il n'y avait pas de problème du tout, du tout. Et alors, on a eu Dominique Baratelli sur le programme et
j'avoue qu'on a une image un peu, on a du mal à se faire une idée précise de l'ambiance sur le camp d'entraînement en tout cas, parce que nous, l'image dorée qu'on a, c'est que c'est une équipe de copains qui se sublime et puis qui est un peu trahie par Séville, etc., les perdants magnifiques. Mais quand on creuse un peu, on a l'impression qu'il y avait quand même pas une super ambiance dans l'équipe de France. Donc t'as l'épisode Baratelli dont tu as un peu parlé, tu as Larios qui s'entraîne pas, qui est Mhm. à la plage. T'as Tigana qui est un peu susceptible, qui a l'impression aussi d'être un peu pas être apprécié à sa juste valeur. T'as Platini qui charrie les joueurs après le premier match de manière assez brutale à la télé. Quels sont tes souvenirs de cette période? Ben, moi, mes souvenirs, je pense que le déclic, en fait, de toute cette aventure, ça a été l'Angleterre. Ouais, Parce que c'est vrai que l'Angleterre, on a été vraiment en dessous de tout, on était mangé sur tous les compartiments du jeu, sur l'état d'esprit, sur plein de choses. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, équipe de France, on avait 2 joueurs qui jouaient à l'étranger. ouais, Six. T'avais Platini et Six. Ouais, c'est Euh, Platini qui joue pas encore, hein. Platini va jouer justement. Je crois que c'est en ouais, l'été ouais, ouais, 82 ouais, qui c'est part à la Juve. exact, Ouais. ouais. Mais t'as raison, Ouais. il y a que Six. Ouais. Mais voilà quoi. Et puis bon, Platini, c'était quand même, c'était le seul à pouvoir se permettre de parler comme il a parlé quoi. Enfin, parler, je veux dire comme, ouais, comme il fallait le faire quoi, pour réveiller tout le monde, où Ouais. ça passait, où ça cassait. Et après, il y a un groupe, une équipe de titulaires qui s'est dégagée, faire jouer Giresse, Platini au milieu de terrain comme ça, Gengini. Enfin, c'était complètement hors norme quoi. Hein. Ouais, révolutionnaire. Ouais. Puis je pense que c'est Michel Platini qui a dit bon, ben, physiquement, on n'était pas non plus des monstres physiques. Il y a qu'une chose qui peut nous sauver, c'est la technique, c'est la tactique, c'est l'organisation, c'est ce qui s'est fait. Et après, pour avoir une organisation qui parte d'un match et qui arrive en demi-finale, il fallait malgré tout garder toujours, parce que l'équipe, elle n'a pas beaucoup tourné. Hein. À partir de Ouais. ce match-là, elle a pratiquement pas tourné. C'était toujours les mêmes titulaires, c'était toujours le même 11 de départ. Et c'est vrai qu'après, à l'entraînement, le problème, c'est que quand il y a 22 joueurs, il y a 11 qui jouent, 12 ou 13, il y a des changements. Et après, il y a les 11 autres qui n'ont pas joué, qui font un entraînement différent que les titulaires. Ouais. Donc forcément, le groupe de 22 se scinde en deux. Les titulaires et les autres. Les titulaires Mm. qui font de la récupération et les autres qui essayent de maintenir leurs conditions sans jouer, sans faire le match. Et donc Kurkovic, il reste, il est là pendant toute la durée de la compétition? Ouais, ouais, il est là, oui. D'accord. Donc le match contre l'Angleterre, catastrophique, l'équipe qui est changée. Je crois que Ouais, Platini a une certaine influence dans la ouais, composition de l'équipe, même si effectivement c'est pas lui qui faisait l'équipe, mais c'était un peu lui qui disait quand même à Hidalgo quels ouais. étaient les euh, Et toi? les trucs. Toi, tu partages ta chambre avec qui sur le stage? Je suis tout seul. Tout seul. Ah, c'est clair, vous êtes en chambre individuelle. Ouais, ouais, plus ou moins tous, ouais. Et tes gars sûrs, j'imagine, les autres Stéphanois. Non, parce que j'ai fait connaissance de plein de joueurs. J'ai apprécié Girard, René Girard, Lacombe, enfin, Trésor. Moi, j'étais bien avec tout le monde, sauf Baratelli. Ah oui? D'accord. Alors explique-nous un petit peu là. J'ai C'est pas, l'impression qu'avec Baratelli, c'était vraiment pas, c'était pas la même chose. non, mais c'était pas la même génération, c'était pas le même. Lui, il était venu pour être titulaire, il n'a pas été titulaire et puis il a jamais apprécié, quoi. Bah, il boudait un petit peu parce que lui disait Voilà, qu'il continuait à s'entraîner, mais d'autres informations qu'on a eues, c'était qu'au contraire, il s'entraînait plus avec le reste de l'équipe. Donc, est-ce que tu peux nous aider à trancher le débat? ça, je sais plus, je me rappelle plus. Pour moi, c'était pas très important qu'il s'entraîne ou pas. D'accord. Donc, toi, tu voyais plus que tu avais éliminé, entre guillemets, un autre concurrent et que ça te permettrait de jouer ou... Non, même pas, parce que bon, c'est pas. Pour moi, dans mon esprit, j'avais pas de concurrent, j'étais le meilleur, donc D'accord. Hmm. donc j'ai pas éliminé des gens, puis je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ce qui joue, c'est celui qui est le meilleur. Donc Ouais. si c'est pas ça, ben tant pis, mais bon, c'est comme ça, quoi. Faut accepter, faut tout accepter, hein. Les choix, bons ou mauvais, faut les accepter. Et Hidalgo, pendant la compétition, vous parle pas du tout, alors, au final, les gardiens. Vous êtes un peu... Pas trop, non. ouais. Ouais, ouais, on est un peu entre nous, enfin entre Jean-Luc et moi, et puis Yvan. Ouais.
Mais justement, petite question stupide, hein, peut-être. T'en veux pas un peu à Yvan de pas avoir poussé pour que ce soit toi le titulaire? Je non, pas du tout, non, non. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, quand même, il n'a pas été bon. Après, moi, le truc, c'est de me dire que peut-être, il pensait que l'avenir était pour moi, puisque j'avais 23, 24 ans à l'époque, 25 ans. Donc, c'est vrai que pour un gardien de but à l'époque, c'était qu'il y aurait d'autres matchs d'équipe de France et tout. Après, ben, nous, on est descendu en deuxième division. Je suis resté à Saint-Étienne, donc ça n'a pas favorisé ma possibilité d'être en équipe de France. Ouais. Ouais, parce que tu dis dans une interview de l'époque que tu as l'impression d'avoir jamais été sélectionné au final, alors que tu as quand même 9 sélections, ce qui est bon, pas Ouais, énorme, mais en tout cas beaucoup plus que d'autres gardiens. Mais toi, tu as oui. l'impression de jamais vraiment avoir débuté ton aventure en équipe de France? Si, ben, si, parce que 9 sélections. Mais bon, quand on me demande, t'as été sélectionné, je dis, ouais, t'as combien de sélections? Je dis, bon, 9. Ça me paraît peu par rapport à des joueurs qui, bon, maintenant ont Maintenant, bon, c'est peut-être qu'il y a différent. plus de matchs Ouais, enfin, maintenant, aujourd'hui. ils ont 15 matchs par Il y a saison, hein, parce 5 que tu... remplaçants, ils sont 15, il y a 22 joueurs. On n'est pas du tout dans Ouais, les mêmes ouais. conditions, tu vois. Enfin, c'est statistiquement impossible d'arriver aussi peu à un niveau aussi faible de match qu'à ton époque. Il y a Oui, non, mais c'est impossible. sûr, mais voilà, je trouve que c'était pas, pour moi, je trouve que c'est pas non plus. Bon, après, les gens, quand je leur dis ça, ils me regardent, ils me disent, non, mais tu es malade ou quoi? Neuf Ouais, sélections, c'est Ouais, quelque neuf chose, hein. sélections, quand même. ouais. Mais ouais, Mais le fait d'être en Espagne, parce que tu retournes donc en Espagne, pour qu'est-ce que ça te fait, toi, ouais. pour toi, ta famille, tu passes quand même quelques temps en Espagne, dans un pays, voilà, encore une fois, comme disait Michel, qui a une certaine signification pour toi. Comment ça se passe, ce côté en plus paradoxal d'être en Espagne et de pas jouer? Ouais, ben ça, c'est aussi, ça fait partie un peu d'une petite frustration. Mais bon, au-delà du lieu, c'est quand même, bon, c'est quand même une Coupe du Monde, c'est quand même un événement planétaire. Ça reste quand même un moment important de ma vie, quoi, sportive. Tu joues le match pour la quatrième place contre la Pologne. C'est le seul match pour lequel tu es sélectionné. Tu vois le match de Séville dans les tribunes. Euh, Non, Ettori, sur le dans banc. les tribunes, pardon, sur le banc, je veux dire. Enfin, Oui, t'es pas sur le terrain. ouais, Et alors, Ettori, le malheureux a vraiment été beaucoup critiqué sur cette Coupe du Monde. Vraiment, ouais, sur les forums, chaque fois qu'on parle d'Ettori, le pauvre en prend vraiment plein la gueule. Est-ce que toi, ouais, tu ouais. penses qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde? Non, non, il fait pas une mauvaise Coupe du Monde. Bon, le premier match est compliqué. Hein, bon, il mesure 1m76. Bon, Mariner, il fait 1m90, il fait 100 kilos presque. Bon, il a complètement balayé sur son passage. Après, les matchs se succèdent. On peut pas y reprocher quoi que ce soit, puisque après le match, la seule défaite qu'il y a eu, et encore, c'est pas une défaite, c'est un match nul contre Ouais. l'Allemagne. Sur les 3 buts, on peut pas reprocher grand-chose. Après, sur les pénaltys, bon, ben, pénalty, on sait ce que c'est, hein, c'est un peu la loterie, c'est un peu, il aurait pu devenir le héros de tout le Mmh. pays. Ouais. Surtout Et, qu'il arrête. Oui. Ouais. Il en et a arrêté un, surtout, hein. Mmh. C'est le seul, oui, il en a arrêté un, c'est oui. le seul gardien qui a arrêté un pénalty allemand dans une séance de tir au but. C'est une statistique assez intéressante. Ouais, ouais, Le ouais. seul. Non, mais voilà, donc ça aurait pu, mais bon, il était écrit que ça se passerait pas comme ça. Quel est Et ton donc toi, sentiment à la fin du match de l'Allemagne, toi? Euh, c'est ouais, grande colère sur l'action, parce que on revient et on peut pas. Il y a des gens qui disent ouais, mais il y a pas eu que ça dans le match. Non, mais ça c'est quand même important parce que c'est expulsion du gardien de but, c'est coup franc pour nous, plein de choses qui auraient pu se passer à l'issue de ça, quoi. Hein. À la sortie, c'est rien passé, beaucoup de colère, tristesse, puis après on a pris l'avion tout de suite le soir pour aller à Alicante. On avait les supporters qui pleuraient encore, quoi. 3, 4 heures après le match, ils pleuraient encore parce que ils ont vécu ça comme une grande injustice. Et puis on était qualifiés pendant un long moment pour la finale de Coupe du Monde, quoi. ouais. À l'époque, c'était énorme. Surtout que celle d'avant, 78, on n'avait pas fait grand-chose, quoi.
Et tu penses que vous auriez battu les Italiens si vous étiez passé en finale? On était fatigués. Hein. Ouais. On était fatigués, beaucoup fatigués quand même. Hein. C'est ce qui nous a fait un peu défaut en fin de prolongation, quoi, parce qu'on n'arrivait plus à ressortir les ballons, plus à courir, plus. C'était vraiment fatigué, quoi. Hein. Et le match avait lieu quoi une semaine après. Donc, je sais pas Ah si non, on je crois que aurait c'est eu. je crois que c'est 2 jours après. Il me semble que le match est 2 jours après. Ouais, Ouais. Enfin, la finale, c'était peut-être 3 jours après. Le match de troisième, quatrième place, c'était 2 jours après. ouais, ça aurait été trop compliqué, quoi. Enfin, après, pourquoi pas, parce que les Italiens étaient fatigués aussi. Hein. Et sans faire injure à Jean-Luc Littoret, parce qu'encore une fois, je pense que Michel et moi, on a beaucoup de sympathie pour lui et sur le fait qu'il est un peu décrié à tort sur cette Coupe du Monde, alors qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais fait mieux que lui lors du match contre l'Allemagne? C'est une question difficile, hein. Ouais, je sais pas, parce que Mais t'as dû quand même te poser la Ouais. question, non? on me l'a beaucoup posé. J'ai jamais, j'ai jamais su répondre. Et puis, Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça c'est bien. ouais, mais même aujourd'hui, je me pose la question parce que bon, sur les buts qu'il prend, c'est quand même, c'est quand même difficile à arrêter, quoi. Je veux dire, le premier but de Rummenigge, c'est compliqué. Le retourner de malade de Roubaix, c'est compliqué aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. après sur les pénaltys, je sais pas parce que les pénaltys, on peut pas dire, mais pourquoi pas. Mais bon, D'accord. Pourquoi pas, c'est pas une d'accord. science, Ouais. c'est pas une science exacte. Hein, c'est pas une Ouais. addition. C'est pas 2 Ouais, plus 2 bien font sûr. 4. Hein. Bien sûr. Et alors, le match de la quatrième place, comment tu caractériserais ta performance ce jour-là? Nul. Non, mais c'est vrai. Nul parce que, bah, d'ailleurs, à la fin du match, je me suis excusé vis-à-vis de mes partenaires, quoi, parce que j'ai dit, bon, Alors, effectivement, quand on lit la presse, t'es assez durement critiqué sur ce match. Mais j'ai revu encore les images récemment. Tu fais une erreur sur la sortie. Mais pour le ouais, sur le reste, on peut corner. difficilement enfin, tu fais quand même plein d'arrêts. Et c'est un match où il y a des occasions toutes les 40 secondes, il y a un tir d'un côté ou de l'autre. Ou un match très offensif. Tu fais une erreur, mais bon, j'ai pas l'impression que les 2 autres buts peuvent être imputés au final. Donc pourquoi Le toi tu premier, c'est le premier, non, je sais plus. les arnaques? Sur le coup franc, c'est Kupčević. Ouais. Kupčević, il a un coup franc désaxé comme ça, et puis il le met au premier poteau alors que je dois y être. Et moi, je suis à la peine de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils disent tes coéquipiers quand tu dis que tu as été nul? Ouais, ils me disent, non, non, on a tous été nuls, c'est pas de ta faute, il n'y a pas de souci. Non, non, tout le monde est resté. Enfin, je pense que l'équipe qui a joué là, c'était vraiment l'équipe des coiffeurs, Mm. mais des Ouais. coiffeurs qui sont en vacances. Ouais. T'as les coiffeurs et ceux qui sont en vacances, et là, on était tous, pas tous, mais bon. Puis on a voulu peut-être aussi à un moment donné prouver qu'on aurait pu pouvoir jouer pendant la compétition, et puis on s'est perdu dans des choses qui étaient pas acceptables sur un terrain de foot, qu'on a plus Mm. joué sa partition individuelle que Et collective. collective. Ouais, ok, intéressant. Puisqu'on parlait de la presse, donc les 2 gardiens finalement français sont vraiment critiqués par la presse de l'époque. Est-ce que toi tu lis ce genre de choses? Alors tu parlais de France Football avant, mais donc tu lis ce qui est écrit sur toi. Ça Est-ce que touche. ça t'affecte? Ça te touche? Ouais. Ouais, mais bien sûr, mais alors celui qui dit moi je m'en fous, ou il est inconscient, ou il est débile, ou c'est pas possible quand on dit du mal de toi. Ouais. Je sais pas, quand on dit du mal de toi, ça peut pas faire, ça peut pas laisser indifférent, quoi. Hein, Ouais. Après, disons que la pilule passe mieux quand tu as un peu de l'avis des journalistes aussi. Quand voilà, tu dis, ils ont dit que j'avais été nul sur ce match. Moi, je te dis, j'ai été nul. Donc, mais bon, je préfère le dire moi que eux le dire. Ouais, Ouais. bien sûr. Mais surtout un poste comme le gardien où chaque erreur du gardien se voit immédiatement et il se paye cash, quoi. Donc c'est. Ça, c'est clair. Ça, c'est le côté, c'est paradoxal parce que aussi bien c'est le côté difficile et c'est le côté excitant de la chose, quoi. Parce que Ouais. tu peux, tu peux être le héros, quoi. Je me dirais, Torres, s'il arrête 2 pénaltys, c'est le héros, quoi. Ouais. C'est plus que Platini, plus que tout le monde, c'est lui, quoi.
C'est la fin du premier volet de notre série consacrée à Jean Castaneda Algato, le légendaire portier stéphanois, mais aussi de l'Olympique de Marseille dont on va parler la semaine prochaine. Un deuxième volet vraiment passionnant avec beaucoup d'humour et des anecdotes complètement hallucinantes. Vraiment dont une avec Basile Boli et Giroud que vous allez découvrir et qui va vraiment vous étonner, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera la semaine prochaine pour le deuxième épisode. D'ici là, comme toutes les semaines, petite évaluation positive sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com. Vous pouvez trouver tous nos épisodes, des vidéos, des articles, notamment ceux de Johan Sonek, ainsi que des goodies pour continuer et prolonger l'expérience podcast des légendes. Merci à Shahan Petrosian pour les archives qui nous ont permis de bien préparer cet entretien. Shahan, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui, dans le monde, je pense, a les plus belles archives, les plus complètes archives de magazines de foot, que ce soit France Football, 11 Mondial, enfin il a vraiment tout et il est d'une générosité extraordinaire. Il nous a permis ainsi de préparer cet entretien en nous communiquant certains articles d'époque sur Jean Castaneda, ce qui bien entendu nous a beaucoup aidé pour préparer cette interview. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.